Alors, il s'est tenu aujourd'hui le 2e forum international sur la restitution des œuvres d'art spoliées aux Juifs par les nazis. Des experts venus du monde entier pour évaluer les progrès déjà effectués et le travail restant à accomplir. Un dossier sensible avec une particularité cette année. L'État d'Israël aussi posséderait des œuvres d'art provenant de spoliation. Reportage Maël Benoliel. Des experts internationaux, des universitaires, mais aussi des officiels. Tous pointent d'un doigt accusateur les musées israéliens, mais aussi le gouvernement de l'État hébreu, de ne pas en faire assez dans la localisation et la restitution des œuvres d'art pillées pendant la Deuxième Guerre mondiale et ayant appartenu aux Juifs. Réunis à Tel Aviv pour le 2e forum international sur la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs pendant l'Holocauste et qui se trouve en Israël, ils appellent les autorités à suivre la ligne adoptée par d'autres pays. Israël a un avantage moral énorme que nous voulons utiliser pour faire avancer le processus partout dans le monde. Ce forum, c'est Achava qui l'a mis en place, une organisation israélienne qui se charge de localiser et de gérer en Israël les biens volés pendant la Shoah. 600 000 œuvres d'art ont été pillées par les nazis, au moins 1400 d'entre elles ont trouvé refuge en Israël. Comme celle-ci, marquée du tampon nazi et retrouvée dans un musée israélien par hasard. Nous savons que cette œuvre a été prise à une famille juive à Paris en 1944. Elle a été retrouvée dans le musée Ein Harod par accident. Ces dernières années, les œuvres pillées par les nazis ont fait les gros titres, notamment après que des centaines d'œuvres d'art aient été retrouvées dans un appartement de Munich en 2012. Autre cas marquant, celui de Maria Altmann, une juive qui a réussi à récupérer, après une longue bataille juridique, 5 tableaux de Gustav Klimt volés à sa famille pendant la guerre. Maître Howard N. Spiegler, impliqué dans cette affaire, nous fait part de certains obstacles juridiques. Je pense que le plus gros problème qui se pose, c'est le fait que ceux qui se retrouvent en possession d'œuvres d'art spoliées, comme les musées par exemple, vont tout faire pour retarder la justice. Et cela est très frustrant pour les familles. Le temps semble être le plus grand ennemi dans ces dossiers. En 2007, l'actrice Elizabeth Taylor a gagné son procès et n'a pas eu à rétrocéder un Van Gogh acheté par son père en 1963 et par la suite identifié comme ayant appartenu à une victime juive de l'Holocauste. Raison invoquée par la Cour suprême américaine, les descendants ont attendu trop longtemps avant de se manifester. De leur côté, les participants à ce forum essaient de sensibiliser le public sur la question des biens spoliés par les nazis pendant la guerre. Le temps joue contre eux. Alors pour en parler, je reçois Thierry Bajou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine au ministère français de la Culture. Vous avez participé donc à ce forum parce que vous faites également partie de ce comité d'experts qui s'est penché sur ce fameux trésor Gurlitt. Oui, il a été question dans le sujet. D'ailleurs, où en est-on de ce dossier aujourd'hui? Parce que c'est une affaire tellement incroyable. On rappelle, ça a fait les gros titres, on le disait dans le sujet depuis 2012. Normalement, tout a été légué au musée de Berne, mais est-ce que tous les tableaux se trouvent à Berne aujourd'hui? Alors, Cornelius Gurlitt, quand il est décédé en mai 2014, a effectivement légué ses biens, ses collections d'abord évidemment, au musée de Berne, qui a fini par les accepter. À charge pour le musée et le gouvernement fédéral allemand et le Land de Bavière de régler le problème des œuvres qui ont un passé, disons, douteux, susceptibles d'avoir été spoliées ou vendues sous la contrainte à la période nazie. Et ce groupe d'œuvres au passé flou resterait en Allemagne tant que leur sort n'aura pas été réglé et qu'on n'aura pas défini réellement leur statut définitif. Les œuvres qui ne posent pas de problème de provenance devraient rejoindre le musée de Berne assez rapidement, enfin, pour autant que ça puisse être facile. Donc vous avez pu jeter un coup d'œil à ce qu'on dit être un trésor incroyable, avec parfois des œuvres, des chefs-d'œuvre qui n'étaient même pas connus parfois. C'est le cas, vraiment? Les œuvres étaient, pour certaines, mentionnées dans la littérature d'avant-guerre, on va dire, et réputées perdues pendant la guerre, ou de localisation actuelle inconnue, comme on dit pudiquement, quand on sait qu'une œuvre a existé, mais qu'on ignore tout de son sort actuel.
Et puis, effectivement, ce sont des œuvres qui étaient parfois importantes et donc recensées dans la littérature et qui ont refait surface à cette occasion. Et le travail de la task force, c'est justement de reconstituer leur histoire interrompue et de retrouver, le cas échéant, le propriétaire d'origine qui était le seul véritable propriétaire, les autres n'étant que détenteurs, on va dire. Thierry Bajou, justement, pour l'instant, est-ce que vous avez réussi déjà à retrouver des ayants droit, des familles auxquelles ces tableaux de ce trésor Gurlitt ont pu appartenir? Alors la Task Force a effectivement déjà restitué quelques tableaux, dont un tableau de Matisse ressorti à une ayant droit actuelle d'un célèbre marchand de l'époque. Et d'autres ont été également faites à des ayants droit de collectionneurs d'Europe centrale. D'autres sont programmés également, puisque leur historique a été maintenant établi et la restitution devrait pouvoir survenir dès que ce sera administrativement possible et juridiquement. Ça donne lieu, j'imagine, à des parcours assez étonnants, parce que vous penchez sur l'histoire de ces œuvres. Donc déjà, il y a le tableau qui en soi est un chef-d'œuvre, et en plus, on reconstitue son trajet. Vous avez des exemples, ou un exemple peut-être d'histoire assez étonnant à nous raconter à propos d'un de ces tableaux? Est-ce qu'on peut raconter d'abord ces histoires-là? Les histoires, effectivement, on peut, dans le principe, les raconter, à la réserve que les ayants droit actuels ont droit au respect de leur vie privée et à l'anonymat s'ils le souhaitent. Alors, il y a également des histoires assez étonnantes qui, j'imagine, ont été évoquées aujourd'hui, parce que on s'aperçoit par exemple, et ça c'est une particularité aussi que peu de gens peuvent imaginer, c'est que Israël, l'État d'Israël, possède dans ses musées des tableaux qui proviennent eux-mêmes de spoliation. Après avoir été spoliées, les œuvres, quand elles n'ont pas été identifiées comme telles après-guerre, ont pu avoir été vendues de bonne foi 1, 2, 3, 5, 10 fois comme n'importe quelle autre œuvre. Et il suffit que qu'un chercheur mette la main sur la transaction douteuse pour que ça remette en cause toute la chaîne de propriété légitime. De bonne foi, évidemment. Alors aujourd'hui, justement, l'une des questions posées lors de ce forum, c'était de se demander quelles leçons tirer de cette affaire Gurlitt, qui dépasse par le nombre de ses œuvres, tout ce qu'on a pu voir avant. En quoi Israël, justement, se retrouve concerné par l'affaire Gurlitt aujourd'hui? Israël est concerné d'abord parce que deux chercheurs israéliens sont aussi membres de cette task force, dont l'une était celle que l'on voyait dans le reportage tout à l'heure. Et c'est évidemment des sujets sur lesquels Israël ne peut pas rester insensible, puisque beaucoup de bénéficiaires actuels des restitutions sont juifs, parce que leurs parents, leurs grands-parents, ou leur famille en tout cas, a été aussi victime. Donc c'est évident qu'un pays comme Israël ne peut pas rester insensible à cette problématique importante, évidemment. Il faut beaucoup de temps parfois, c'est l'exemple de ce tableau derrière moi, ça a pris des dizaines d'années, le fameux La Dame en or de Klimt, avant que sa famille puisse le récupérer. C'est encore le cas aujourd'hui, ou est-ce que ça peut aller plus vite aujourd'hui, justement parce qu'il y a eu une jurisprudence peut-être? Il faut faire la distinction entre un exemple comme le tableau de Klimt, qui a été réglé par la justice avec toutes les longueurs inhérentes à la vie judiciaire, d'une œuvre qui ne pose pas de problème entre le détenteur actuel, fût-il de bonne foi présumé, et le propriétaire ou les ayants droit légitimes du propriétaire d'origine. Il peut ne pas y avoir de contentieux. Simplement, il faut distinguer les procédures administratives qui peuvent être finalement relativement simples de la recherche historique qui, elle, peut demander très 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 longtemps. Il y a aujourd'hui des chefs-d'œuvre dans ce trésor Gurlitt, dont certains n'ont jamais été vus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt supérieur qui commande de montrer ces tableaux, parce que ce sont des trésors qui pour certains sont complètement méconnus? Est-ce qu'il ne faut pas quand même les montrer, peut-être avant de les redonner ensuite? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que c'est envisagé? Alors la décision revient évidemment aux autorités allemandes qui pour le moment en sont juridiquement chargées. Simplement, c'est évident qu'à un moment ou à un autre, les œuvres seront exposées dans des conditions que l'Allemagne et le musée de Berne définiront ensemble. J'espère que la France pourra peut-être bénéficier d'une exposition partielle pour les œuvres qui sont réputées avoir été acquises par Gurlitt en France, qu'il y en a beaucoup, puisque c'est en France qu'il y a eu le plus de spoliation, puisqu'il faut rappeler quand même que Paris, avant la guerre,
était la plaque tournante du marché de l'art. C'était le premier marché de l'art au monde, bien avant New York et Londres. Maintenant, ça paraît un petit peu surprenant. Quand on a l'impression d'être un marché devenu, allez, j'ose le mot, provincial. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la première place du marché de l'art. Et donc, il y avait énormément de collectionneurs et beaucoup d'œuvres, je dirais, en transit. Donc la plupart de ces tableaux, de ces chefs-d'œuvre, peut-être du Trésor Gurlitt, viendraient de France ? Je dirais pas la plupart, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont issues d'artistes d'art dégénérés, comme pour reprendre la terminologie nazie, c'est-à-dire l'art moderne, expressionniste, on va dire. Donc ça, ce sont des œuvres allemandes qui n'ont jamais vu le territoire français, mais il y en a un certain nombre d'art ancien ou 19e, mais jusqu'à Signac, par exemple, ou Mayol, etc., qui proviennent de France, oui. Et aujourd'hui, vous avez pu en ramener, justement, en France, certaines de ces tableaux, le Matisse dont je parlais à l'instant a été restitué à une ayant droit française, du célèbre marchand dont je parlais à l'instant. Je préfère ne pas nommer le marchand, et encore moins la personne, parce que c'est quelqu'un qui est assez connu. Donc, c'est pas à moi de... Et c'est quelque chose d'assez d'inattendu, j'imagine, pour ces personnes qui parfois peut-être ignoraient même que ce tableau existait, ou est-ce que ces familles se souviennent il faut distinguer là encore les familles de grands collectionneurs, et je pense évidemment à celle du marchand dont je parlais à l'instant, dont les œuvres étaient bien connues, bien documentées, souvent photographiées, et on ignorait juste leur localisation. Des petits collectionneurs, il n'y a aucun mépris là-dedans, qui n'avaient pas les moyens de documenter leurs œuvres, qui sont des œuvres peut-être de moindre qualité sur le plan de l'histoire de l'art, et qui étaient moins documentées, qui n'avaient pas été prêtées dans des expositions, etc., et qui avaient été, on va dire, oubliées par la littérature spécialisée en tout cas. Merci beaucoup Thierry Bajou pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef du patrimoine au ministère français de la Culture à propos de ce forum international sur les œuvres d'art spoliées qui se tenait aujourd'hui à Tel Aviv. Merci à vous.